En décembre 10 à 860, des Texas Rangers chevauchèrent jusqu'à un campement comanche le long de la rivière Pease, et quand les coups de feu cessèrent, ils avaient capturé une femme serrant contre elle une fille en bas âge. Elle portait du dème et ne répondait qu'en comanche. Puis l'un des Rangers la regarda de plus près et vit que ses yeux étaient bleus. Elle s'appelait Cynthia Anne Parker et elle avait disparu depuis 24 ans. Les journaux du Texas appelèrent cela l'un des grands sauvetages de la frontière, mais Cynthia Anne Parker ne l'appela pas ainsi. Elle passerait le reste de sa vie à tenter de retourner auprès du peuple dont on l'avait soi-disant sauvée, et elle n'avait rien d'exceptionnel. Encore et encore, les captifs revenus de chez les Comanches racontèrent une version de la même histoire, une histoire que le Texas n'était jamais prêt à entendre. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à l'endroit où son histoire a commencé, un matin de printemps de 10 à 836, dans une palissade de rondins appelée Fort Parker. Fort Parker se trouvait près de la rivière Navasota, dans le centre-est du Texas, un groupe de cabanes derrière des pieux de cèdre, construit par une famille élargie de colons baptistes venus de l'Illinois. C'était le Board Brood de la colonisation anglo-saxonne. Le Texas avait déclaré son indépendance du Mexique quelques semaines plus tôt seulement, et au-delà de la lisière des arbres vers l'ouest, s'étendait une prairie ouverte qui appartenait, de toutes les manières qui comptaient, aux Comanches. Les Parker le savaient. Ils avaient construit leur mur haut pour une bonne raison, mais le matin du 10 à 9 mai 10 à 836, la plupart des hommes étaient sortis travailler dans les champs de maïs et le portail principal était ouvert. Plusieurs centaines de cavaliers surgirent des herbes, des guerriers comanches accompagnés d'alliés Kiowa et Caddo. L'un d'eux portait un drapeau blanc et demanda une vache à abattre. Benjamin Parker sortit pour leur parler, apparemment pour gagner du temps. Quand il sortit une seconde fois, ils le tuèrent à coups de lance, puis les cavaliers se déversèrent par le portail ouvert. En quelques minutes, 5 membres de la maisonnée étaient morts, dont le patriarche de la famille, John Parker, et les assaillants étaient repartis dans la prairie avec 5 captifs. Elizabeth Kellogo, une femme adulte, Rachel Plumer, 10 à 7 ans et enceinte, avec son fils en bas âge, James Pratt, le petit John Richard Parker, 6 ans, et sa sœur, une fillette de 9 ans aux yeux bleus nommée Cynthia Anne. Les survivants de Fort Parker se dispersèrent vers l'est à travers les fonds de rivière, à pied, et parmi eux se trouvait le père de Rachel, James Parker. Et il vaut la peine de s'arrêter sur lui, car sa réaction à cette matinée façonna tout ce qui suivit. James Parker passa la décennie suivante dans un état que ses propres voisins qualifièrent d'obsession. Il fit voyage après voyage au-delà des colonies, seul ou presque seul, dans un territoire où un Texan isolé n'avait aucune protection, suivant des rumeurs de captifs blancs de comptoir en comptoir. Il pétitionna Sam Houston et le gouvernement du Texas sans relâche, et cela fonctionna au moins une fois. Elizabeth Kellogo, la première des 5 à rentrer, fut rachetée en environ 6 mois, récupérée par l'intermédiaire de Delaware, avec Houston lui-même qui aurait payé les $150 de sa propre poche. James Parker était là pour la recevoir, mais les 4 autres captifs restèrent dehors année après année et les recherches le consommèrent. Gardez cette image à l'esprit, un homme hanté chevauchant aux confins des plaines à la recherche d'enfants volés, car un siècle plus tard, elle trouverait un écho là où personne ne l'attendait, et nous y reviendrons à la fin. Ce qui arriva à ces 5 personnes au cours des mois et des années qui suivirent est ce qui se rapproche le plus d'un témoignage comparatif de la captivité comanche, car leurs destins se séparèrent dans toutes les directions possibles. L'une fut rachetée en quelques mois, une autre revint et écrivit un livre, une autre disparut dans les plaines et devint quelqu'un d'entièrement différent. Et c'est le récit écrit, le livre, par lequel nous devrions commencer, parce qu'il ne détourne pas le regard, et il gagne le droit de raconter honnêtement le reste de cette histoire. Les premières semaines de captivité de Rachel Plumer furent aussi brutales que tout ce qui a été consigné sur la frontière américaine. Elle nota tout après sa libération dans un mince volume publié en 10 à 838, l'un des tout premiers récits de captivité à sortir du Texas. Elle décrivit comment elle fut battue pendant la chevauchée vers le nord jusqu'à perdre connaissance.
Elle décrivit les femmes âgées de la bande qui avaient perdu leur propre fils et mari sous les balles texanes, tourmentant les nouveaux captifs pendant les premières nuits, et elle consigna le pire sans détour. L'enfant qu'elle portait quand elle fut enlevée naquit en captivité, et quand le bébé eut environ 7 semaines, des guerriers le tuèrent devant elle, apparemment parce qu'un nourrisson ralentissait les déplacements de la bande. Elle écrivit qu'après cela, elle cessa d'avoir peur de mourir. Et c'est précisément le moment où son histoire bascule, car quelque chose arriva ensuite qu'elle n'avait pas prévu et qui en dit long sur le peuple qui la détenait. Un jour, une jeune maîtresse dans le camp se mit à la battre, et Rachel, n'ayant plus rien à perdre, attrapa un os de bison par terre et se battit en retour. Violemment, elle gagna. Elle s'attendit à ce que tout le camp la tue pour cela. Au lieu de quoi, les hommes qui avaient assisté au combat ne firent rien pour l'arrêter, et après coup, sa position au sein de la bande s'améliora. Elle se battit contre une deuxième femme plus tard et gagna à nouveau, et fut ensuite traitée avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Dans la société comanche, le courage était la monnaie d'échange, et même une captive pouvait le gagner. Son récit contient un autre détail qu'il faut signaler maintenant, car cette histoire y reviendra. Au cours de ces mois avec la bande, Rachel fut emmenée à travers un immense pan des plaines du Sud, depuis la ligne des neiges des Rocheuses jusqu'aux terres de canyon du Texas Panhandle, et elle décrivit ces lieux avec soin, les troupeaux de bisons qui mettaient des jours à passer, et un vaste canyon aux parois rouges creusées dans la plaine plate, où les bandes se réfugiaient, avec un ruisseau coulant entre des peupliers bien en dessous du rebord. Elle décrivait presque certainement Palo Duro Canyon, des décennies avant que la plupart des Américains sachent qu'il existait, ce qui fait d'une captive de 10 à 7 ans l'une des premières personnes à coucher ce lieu sur papier en anglais. Souvenez-vous du canyon. Il revient à la fin de cette histoire, et quand il revient, tout s'achève là. Rachel fut finalement rachetée par des commerçants mexicains travaillant les routes vers le Nouveau-Mexique, un arrangement payé par un marchand de Santa Fe nommé William Donoho, et après un voyage de bien plus de 1600 km, elle rejoignit sa famille au Texas au début de 10 à 838, environ 20, et un mois après le raid. Elle avait survécu à tout, et puis en mars 10 à 839, environ un an après son retour, Rachel Plummer mourut à la suite d'un accouchement, à 20 ans. Son petit-fils, James Pratt, resta chez les Comanches pendant des années après et ne fut racheté qu'en 10 à 842. Son récit leur survécut à tous les deux et il fixa dans l'esprit américain une image de la captivité comanche comme pure horreur. Cette image n'était pas fausse, mais elle était incomplète. Et la raison pour laquelle elle était incomplète a à voir avec la raison pour laquelle les Comanches prenaient des captifs en premier lieu. Dès les années 10 à 830 et 10 à 840, les Comanches n'étaient pas une tribu dispersée faisant des raids pour survivre. Ils étaient la puissance dominante des plaines du Sud, un empire à cheval que les historiens appellent désormais la Comancheria, s'étendant sur des parties du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Oklahoma, du Kansas et du Colorado. Leur richesse, c'étaient les chevaux, des centaines de milliers, et leur portée était assez longue pour qu'ils mènent des raids profondément au Mexique et dictent leurs conditions à tous ceux qui se trouvaient à leurs frontières. Mais les mêmes routes commerciales qui les enrichissaient transportaient autre chose. Les maladies épidémiques remontaient ces pistes encore et encore. La variole, puis l'épidémie de choléra de 10 à 849, qui ravagea les bandes et tua des milliers de personnes. Certaines estimations suggèrent que la population comanche passa de plus de 20 000 au début du siècle à une fraction de ce nombre en l'espace de quelques générations. Une société qui perd ses membres aussi vite doit les remplacer, et la manière comanche de les remplacer était l'adoption. Les captifs, en particulier les enfants, n'étaient pas maintenus dans une sous-classe permanente. Certains étaient échangés ou rachetés à profit par les comancheros du Nouveau-Mexique, où un captif avait un prix de marché connu. Certains adultes, en particulier les femmes, étaient maintenus en servitude et traités cruellement, et l'honnêteté oblige à le dire. Mais un enfant qui survivait aux premières semaines, à l'épreuve, à la faim, aux privations délibérées, était très souvent adopté purement et simplement dans une famille, recevait un nom comanche et était élevé sans distinction aucune avec un enfant né dans la bande.
Pas un serviteur, pas une mascotte, un fils ou une fille, point final. Ce qui nous ramène à la fillette de 9 ans aux yeux bleus emmenée de Fort Parker. Elizabeth Kelogo fut rachetée en quelques mois. Le petit John Parker fut finalement racheté 2 ans plus tard. Mais Cynthia Ann disparut purement et simplement dans la Comancheria. Elle fut adoptée. Et la bande lui donna un nouveau nom, Nadua, habituellement traduit par celle qui a été trouvée. Les archives deviennent presque silencieuses pendant près d'une décennie. Puis, au milieu des années 10 à 840, un groupe de commerçants américains mené par un homme nommé Leonard Williams la trouva vivant avec une bande sur la rivière canadienne, une jeune femme adulte en dème parmi les tentes. Williams proposa une rançon pour elle, une rançon sérieuse selon les critères du commerce. L'offre n'aboutit à rien. Selon les récits qui revinrent, elle ne voulut même pas parler avec les visiteurs, et les membres de la bande firent clairement comprendre qu'elle n'était pas à vendre parce qu'elle n'était pas une propriété. À ce stade, elle était de la famille. Avec le temps, elle épousa Peta Nokona, un chef de guerre en ascension, et elle lui donna 3 enfants, 2 fils, Kuana et Pecos, et une petite fille, Topsana, dont le nom signifie « fleur de prairie ». Des récits sur la femme blanche des Comanches parvinrent au Texas pendant des années, et la famille Parker ne cessa jamais de chercher. De leur côté de la frontière, elle était une enfant volée, attendant d'être sauvée. De l'intérieur des tentes sur la rivière canadienne, elle était une épouse et une mère au milieu de sa vie. Ces 2 façons de la voir entrèrent en collision sur la rivière, Pise le 10 à 8 décembre 10 à 860. Le Texas, cet hiver-là, était une frontière qui saignait sous les raids, et un jeune capitaine de Rangers, nommé Lawrence Sullivan Ross, seul Ross, mena environ 40 Rangers, un détachement de cavalerie fédérale et des miliciens volontaires à la poursuite d'une piste comanche dans le pays de la rivière Pease. Ce qu'ils frappèrent ce matin-là est sujet à débat depuis. Le Texas s'en souvint comme la bataille de la rivière Pease. Les récits ultérieurs des participants eux-mêmes et la mémoire comanche de l'événement décrivent quelque chose de plus proche d'un massacre dans un camp de boucherie, un camp de travail où des femmes et des travailleurs préparaient de la viande de bison et des pots pour l'hiver, avec peu de guerriers présents. La plupart des gens que les Rangers poursuivirent et abattirent ce jour-là étaient des femmes. Un cavalier fuyant avec un paquet dans les bras fut poursuivi et acculé, et cette personne leva le paquet pour montrer que c'était un nourrisson. C'était la femme aux yeux bleus. Que Peta Nokona lui-même soit mort à la rivière Pease, comme Ross le prétendit pour le reste de sa vie, ou qu'il soit mort plus tard de blessures et de chagrin, comme son fils Kuana l'affirma toujours, c'est l'un des véritables débats non résolus de l'histoire du Texas. Ce qui ne fait aucun doute, c'est ce qui arriva à Nadua. Elle fut emmenée au Camp Cooper avec sa petite fille, et on fit parvenir la nouvelle à la famille Parker. Son oncle, Isaac Parker, fit le voyage pour la voir. Elle resta assise en silence à travers les questions, sans répondre, jusqu'à ce que Isaac, découragé, prononce le nom Cynthia Ann à haute voix. Les récits disent qu'elle se frappa la poitrine et dit « Moi, Cynthia Ann ». Quoique les années aient effacé d'autres, le nom était encore là, et c'est ici que le sauvetage tant célébré devient quelque chose de bien plus triste. Au début de 10 à 861, elle fut amenée à Austin et exhibée devant la Convention de sécession du Texas. La femme la plus célèbre de l'État, assise en silence dans une salle pleine de législateurs votant pour quitter l'Union, ne comprenant presque rien de ce qui se disait autour d'elle. La législature lui vota une pension de $100 par an et une concession de terre. Son petit frère, John, racheté des années plus tôt et jamais vraiment installé parmi les Texans non plus, avait selon la plupart des témoignages déjà dérivé vers le sud, en direction des terres frontalières, vivant une vie si loin des archives que les historiens débattent encore de quelle partie en sont vraies. Cynthia Ann n'eut pas cette option. Elle fut confiée à divers parents à travers l'est du Texas, exhibée aux voisins curieux, photographiée en 10 à 861, et sur cette célèbre photographie, elle allait Topsana, et ses cheveux sont coupés courts et irréguliers parce que se couper les cheveux est un signe de deuil comanche. Elle portait le deuil de son mari et de ses fils, Kuana, 12 ans, et le petit Pecos,
toujours dans les plaines, et elle n'avait aucun moyen de les rejoindre. Elle essaya quand même. Elle tenta de s'échapper à plusieurs reprises, assez pour que ses parents se mettent à la surveiller. Elle s'éclipsait et on la retrouvait dans la prairie, en direction du nord-ouest avec sa fille, et chaque fois on la ramenait. Puis, vers 10 à 864, Topsana attrapa une fièvre, probablement la grippe évoluant en pneumonie, et mourut. Elle avait environ 5 ans. Elle était le dernier fil reliant Cynthia Ann à la vie dans les plaines, et tous les témoignages familiaux décrivent ensuite le même lent déclin, une femme qui faisait son deuil à la manière Comanche, qui pleurait et se lacérait les bras en signe de deuil, qui à la fin refusait largement de s'alimenter. Cynthia Ann Parker mourut dans le comté d'Anderson, au Texas, très probablement en 10 à 871, bien que même l'année soit incertaine, car à ce moment-là, presque plus personne ne faisait attention. Le Texas l'avait sauvée 2 fois, des Comanches puis de son chagrin, et les 2 sauvetages avaient échoué pour la même raison. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'elle voulait. Elle n'écrivit jamais son histoire. Elle n'aurait pas pu, et personne autour d'elle ne songea à consigner sa version des faits, mais d'autres savaient écrire et le firent, et leurs témoignages sont la raison pour laquelle nous pouvons affirmer que sa réaction n'était pas de la folie ou du traumatisme seul, mais faisait partie d'un schéma récurrent. Si ce genre d'histoire de la frontière est la raison pour laquelle vous venez sur cette chaîne, prenez une seconde et abonnez-vous, car la suite de cette histoire, les enfants des années 10 à 860 et 10 à 870, est la partie que presque personne ne raconte, et elle se déroule sur la même portion de la frontière nord du Texas, dans les années sans loi que la guerre civile laissa derrière elle. La guerre civile avait vidé la frontière texane de ses défenseurs, les compagnies de rangers dissoutes ou envoyées vers l'est, et les années de raids qui suivirent furent parmi les plus sanglantes jamais consignées. Des comtés entiers dans le nord du Texas se vidèrent et reculèrent vers l'est. En octobre 10 à 864, plusieurs centaines de cavaliers Comanches et Kiowa dévalèrent le long d'Elm Creek dans le comté de Yonge lors de l'un des plus grands raids de l'histoire du Texas, tuant des colons, brûlant des ranches et enlevant des femmes et des enfants, parmi lesquels une toute petite fille nommée Millie Durguan, d'environ 10 à 8 mois. Le cas de Millie est le schéma poussé à son extrême logique. Elle fut adoptée par une famille Kiowa, élevée sous le nom de Saint Taudi, et elle grandit tout simplement, se maria et vécut toute sa vie dans les plaines, puis dans la réserve, sans jamais savoir qu'elle avait été quelqu'un d'autre. Quand les chercheurs finirent par l'identifier dans les années 10 à 930, elle était une grand-mère Kiowa âgée, et la découverte ne changea absolument rien à sa vie, hormis quelques entretiens de presse qu'elle trouva vaguement amusants. Elle n'avait jamais été perdue. Seuls les Texans l'avaient cru. 2 ans après Elm Creek, par un après-midi de septembre 10 à 866, des assaillants Comanches frappèrent le foyer de la famille Babb dans le comté de Wais, alors que le père était absent à convoyer du bétail. Ils tuèrent la mère des enfants, Isabella Babb, sous leurs yeux, et emmenèrent Théodore, 13 ans, surnommé Dot, et sa sœur de 10 ans, Bianca, surnommée Banquet. Il n'y a aucun moyen d'adoucir ce début, et les enfants Babb ne l'adoucirent jamais dans leur propre récit. Ce qui rend leur histoire remarquable, c'est tout ce qui se passa ensuite. Banque fut confiée à une jeune veuve Comanche nommée Tequachana, qui n'avait pas d'enfant à elle, et Tequachana ne traita pas la fillette comme une captive. Elle la nourrissait en premier, la portait à travers les rivières sur son dos, l'abordait sous des peaux de bison les nuits froides, et selon le propre témoignage de Banque, l'aimait. Banque apprit la langue, apprit à monter à cheval, apprit le rythme quotidien d'un campement en mouvement, l'odeur de la fumée de bois et de la bosse de bison en train de rôtir, les jeux des autres enfants le long des ruisseaux. Des décennies plus tard, devenue une femme adulte au Texas, Bianca Babb écrivit un mémoire de ses 7 mois chez les Comanches, et par endroits, on croirait lire le souvenir d'un heureux été d'enfance. Quand la rançon de son père arriva enfin et que des commerçants vinrent la racheter, Banque rapporta que Tequachana pleura et tenta de se cacher avec elle plutôt que de la laisser partir, et Banque pleura aussi d'être sauvée. Son frère Dot, détenu dans une autre bande, fut racheté à peu près en même temps, et il grandit pour écrire son propre livre sur l'expérience,
intitulé « Dans le giron des Comanches », ce qui vous dit, avant même de l'ouvrir, où il se situait sur la question. Les deux frères et sœurs restèrent en contact avec des amis Comanches pour le reste de leur vie, se rendant à des retrouvailles dans la réserve jusque bien avant dans le XXe siècle, hôtes des familles qui les avaient autrefois enlevés. 7 mois, direz-vous, c'est une aventure d'enfance, pas une vie, c'est juste. Alors considérez Herman Lehmann, parce que Herman eut la version complète. Herman Lehmann avait 11 ans en mai 10, à 870, un garçon texan d'origine allemande en train de biner un champ de blé avec ses frères et sœurs près de Loyal Valley dans la région des collines du Texas, quand des assaillants apaches surgirent et l'emmenèrent avec son frère cadet. Le frère s'échappa en quelques jours. Herman, non. Il passa ses premières années chez les Apaches Mescaleros et son entrée dans ce monde fut tout ce que Rachel Plummer aurait reconnu. Des coups, la faim, la destruction méthodique du garçon qu'il avait été. Mais il survécut à l'épreuve et fut adopté et entraîné et devint, selon son propre témoignage, un jeune guerrier Apache qui participait aux raids et combattait les Texans, dont certains avaient peu être été ses anciens voisins. Puis son mentor Apache fut tué dans une querelle et Herman, craignant pour sa vie, s'enfuit seul dans les plaines, vivant par lui-même pendant la majeure partie d'une année, un adolescent seul, dans l'un des paysages les plus rudes du continent. Les gens qui finirent par le recueillir étaient des Comanches, et la bande qu'il adopta était menée par un jeune chef de guerre dont la mère avait été une captive aux yeux bleus de Fort Parker. Herman Lehmann devint, en quelque sorte, un frère cadet de Quanah Parker. Il chevaucha avec les Quahadis durant les 3 dernières saisons sur le Llano Estacado et dans son mémoire, il décrivit ces années sans s'en excuser. Les raids contre les colonies, une escarmouche en mouvement avec des Rangers texans dans les plaines en 10 à 875 au cours de laquelle l'homme à côté de lui fut tué, les chasses aux bisons, les troupeaux de chevaux, toute la machinerie condamnée d'un monde qu'il aimait et dont il savait déjà alors qu'il se refermait. Il était le fils d'un fermier allemand tirant sur des Texans, et il ne prétendit jamais le contraire. Et cette honnêteté sans fard est exactement ce qui rend son témoignage si précieux. Il était chez les Comanches jusqu'à la toute fin de la vie libre dans les plaines, et quand les dernières bandes finirent par rejoindre la réserve, Herman fut d'abord caché des soldats parce que sa famille adoptive ne voulait pas le laisser partir. Il fut identifié quand même, et en 10 à 878, 8 ans après le champ de blé, il fut renvoyé dans la maison de sa mère à Loyal Valley. Il avait 10 à 9 ans, et à tous les égards significatifs, il était Comanche. Il ne reconnut pas sa famille au début. Il refusa de dormir dans un lit, et pendant longtemps dormit dehors à même le sol. Il effrayait les voisins, à un moment perturbant un rassemblement local en apparaissant en peinture de guerre complète. La patience de sa famille, surtout celle de sa mère, est un héroïsme silencieux dans cette histoire, car cela prit des années, et même alors, l'ajustement ne fut jamais total. Herman passa le reste de sa longue vie en homme entre deux mondes, donnant des démonstrations d'équitation et de tir à l'arc dans les foires texanes, racontant son histoire à quiconque la demandait, et dictant finalement un mémoire intitulé « 9 ans chez les Indiens », et le monde des plaines ne le lâcha jamais lui non plus. Quanah Parker le revendiqua officiellement comme fils adoptif, et en 10 à 901, le gouvernement fédéral fit quelque chose de presque sans précédent. Il inscrivit Herman Lehmann, un Texan blanc, comme membre de la nation Comanche, avec droit à une parcelle de terre de la réserve. Il voyagerait vers le nord en Oklahoma pour rendre visite à sa famille Comanche pour le restant de leurs jours, et il déclara clairement plus d'une fois que son cœur était avec eux. Herman trouva au moins un moyen de vivre dans les deux mondes. Certains de ceux qui revinrent n'y parvinrent même pas. Adolphe Korn avait 10 ans quand des assaillants Comanches l'enlevèrent le jour de l'An-Di à 870, près de Castel, au Texas, un autre garçon d'une colonie allemande. Il passa 3 ans dans les plaines et fut rendu en 10 à 872 quand l'armée commença à forcer les bandes à restituer leurs captifs. Adolphe rentra chez lui et d'après tous les témoignages, chez lui ne prit jamais. Il dériva en marge de la vie de sa famille, travailla quand il le fallait, ne fit confiance à presque personne
et dans ses dernières années il vécut seul, paraît-il dans une grotte dans les collines près de Mason, au Texas. Un homme d'âge mûr dormant sur la pierre à une journée de cheval des maisons chaudes de ses parents, il mourut en 10 à 900. Plus d'un siècle plus tard, son arrière-arrière-petit-neveu, un écrivain nommé Scott Zesch, chercha une explication, et le résultat fut un livre intitulé « Les capturés », qui retraça non seulement Adolphe, mais toute une génération de ses enfants texanes. Zesch retrouva le même arc, se répétant dans famille après famille, et il trouva Rudolf Fischer, le cas d'étude le plus limpide de tous. Fischer fut enlevé en 10 à 865 à 13 ans, près de Fredericksburg, et rendu à sa famille allemande en 10 à 877, un homme adulte de 25 ans. Il resta chez ses parents quelques mois, puis il fit son choix, repartit vers le nord à la réserve, se maria au sein de la tribu et vécut les quelques 60 années restantes de sa vie comme Comanche, mourant en Oklahoma en 10 à 941, entouré de ses descendants Comanches. Alors nous devrions nous arrêter et poser la question honnête. Que se passait-il réellement ici? Une partie de la réponse est mécanique, et nous l'avons déjà vu. L'adoption Comanche était une adoption réelle. Un enfant qui traversait la période d'épreuve était intégré complètement dans une famille et un réseau de parenté, avec une mère qui le nourrissait en premier et des cousins qui lui apprenaient à monter à cheval. Les enfants sont faits pour s'attacher, et ils s'attachèrent. Une partie de la réponse concerne la vie elle-même. Presque chaque enfant captif qui laissa un témoignage se souvenait des mêmes choses. La liberté de cette vie, des journées à cheval sous un ciel immense, la chasse, la baignade et les jeux, comparés à l'enfance de frontière dont ils avaient été arrachés, qui pour la plupart d'entre eux signifiait un labeur du lever au coucher du soleil dans une ferme isolée. Et une partie de la réponse est bien plus ancienne que le Texas. En 10 à 753, Benjamin Franklin écrivit à un ami pour s'interroger sur exactement le même phénomène dans les colonies de l'Est, à savoir que les captifs blancs rachetés aux tribus, traités avec bonté par leur famille, prenaient si souvent la première occasion pour s'enfuir et retourner dans les bois, alors que l'inverse ne se produisait presque jamais. La frontière connaissait ce phénomène depuis 100 ans avant que Cynthia Anne Parker ne soit enlevée. Elle n'a simplement jamais su quoi en faire. Et pourtant l'honnêteté coupe dans les deux sens, et c'est ici que la nostalgie doit marquer une pause. Chaque mémoire que nous possédons a été écrite par un survivant, et la survie était le filtre. Les enfants qui moururent d'exposition pendant les premières semaines n'écrivirent rien. Les nourrissons, comme le fils de Rachel Plummer, qui furent tués parce qu'ils ralentissaient la fuite d'une bande, n'écrivirent rien. Les femmes adultes, maintenues en servitude et maltraitées, dont Rachel documenta le traitement précisément parce qu'elle en faisait partie, n'écrivirent pour la plupart rien. La captivité Comanche n'était pas une expérience unique. C'était un système avec une porte d'entrée violente, et ce qui attendait derrière cette porte dépendait de votre âge, de votre utilité, de votre chance et de votre capacité à endurer le prix d'entrée. Les enfants qui en vinrent à aimer leur ravisseur disaient la vérité sur leur vie. Rachel Plummer aussi. Le témoignage historique n'a de sens que si l'on tient les deux vérités en même temps. Quel que fût ce monde, il prit fin rapidement, et il prit fin dans un lieu que cette histoire a déjà visité. En 10 à 874, l'armée marcha sur la Comancheria depuis 5 directions dans la campagne restée dans les mémoires comme la guerre de la Rivière Rouge, et en septembre de cette année-là, les soldats du colonel Ranald Mackenzie descendirent les parois du Grand Canyon Rouge qu'une captive de 10 à 7 ans nommée Rachel Plummer avait décrit avec émerveillement près de 40 ans plus tôt. Les derniers grands campements libres s'abritaient dans Palo Duro Canyon, dans le Texas Panhandle, sous les mêmes peupliers le long du même ruisseau. Les gens s'échappèrent pour la plupart en escaladant les parois du canyon. Leur nourriture d'hiver, leurs tentes et surtout leurs troupeaux de chevaux, non. Les hommes de Mackenzie brûlèrent les camps et abattirent plus de 1000 chevaux capturés, parce qu'une bande Comanche sans chevaux était une bande sans avenir. Cela fonctionna. Au cours de l'hiver et du printemps suivant, les bandes affamées se rendirent à Fort Sill en Oklahoma et le 2 juin 10 à 875, les tout derniers d'entre eux arrivèrent, la bande des Kuwahati, menée par le fils de Petanocona,
et de Cynthia Anne Parker. Quanah avait environ 30 ans. Il ne s'était jamais rendu auparavant, et après ce jour, il ne combattit plus jamais. Ce que Quanah Parker fit à la place au cours des 35 années suivantes est une histoire en soi, des accords sur le bétail et des amitiés avec les chemins de fer, et une place durement négociée pour son peuple dans le nouvel ordre. Mais un fil de cette histoire appartient à notre récit. Quanah passa des années à tenter de retrouver sa mère. Il écrivit des lettres et activa des contacts au Texas jusqu'à ce que quelqu'un lui envoie la photographie de 10 à 861 Cynthia Anne avec ses cheveux de deuil coupés courts à Layton Topsana, et il l'accrocha au mur de sa maison à Cache, en Oklahoma, la seule image qu'il eut jamais d'elle, et en 10 à 910, il réussit enfin à faire transférer ses restes du cimetière texan où elle avait été enterrée, presque oubliée, vers un cimetière près de chez lui. Lors du réenterrement, il se tint debout au-dessus du cercueil et parla, dans son anglais brusque, d'une fillette de 9 ans capturée sur la Navasota, et il dit aux personnes en deuil que le peuple de sa mère et le peuple de son père étaient désormais un seul et même peuple, et qu'il espérait reposer à ses côtés. Son souhait se réalisa plus tôt que personne ne l'aurait voulu. Quanah Parker mourut quelques semaines plus tard seulement, en février 10 à 911, et ils enterrèrent le dernier chef des Comanches à côté de la fillette captive de Fort Parker, et avec le temps, la petite Topsana fut amenée pour reposer auprès d'eux deux. Tous les trois reposent ensemble aujourd'hui à Fort Sill, et l'écho promis de James Parker arriva comme prévu, bien que pas là où quiconque l'aurait cherché. En 10 à 954, un romancier nommé Alan Lumé publia un livre inspiré des récits de captivité texane, et surtout de l'enlèvement des Parker et des années de recherche qui suivirent, et 2 ans plus tard, John Ford en fit un film tourné dans les décors des Mesas Rouges de Monument Valley avec John Wayne dans le rôle d'un homme dur et hanté, chevauchant année après année à la recherche d'une fille enlevée par les Comanches. Le film s'appelait Les Searchers, et de nombreux critiques le classent aujourd'hui parmi les plus grands westerns jamais réalisés, ce qui signifie que l'histoire que vous écoutez depuis une vingtaine de minutes se trouve en pleine lumière dans la culture américaine depuis 70 ans. Mais remarquez ce que le film garde, et ce qu'il laisse discrètement de côté. Il garde le chercheur et son obsession. Il adoucit la question que les archives véritables imposent, la possibilité que la fille, au bout de la quête, ne veuille pas être trouvée. C'était la partie de l'histoire des Parker que l'Amérique n'a jamais été tout à fait prête à filmer, et c'est la partie que les captifs eux-mêmes n'ont cessé d'essayer de nous dire. Les retrouvailles continuèrent sans lui. Tout au long des années 10 à 920, des Texans aux cheveux gris, qui avaient autrefois été des enfants Comanches, faisaient la route vers le nord jusqu'en Oklahoma, Dot et Bankbab parmi eux, et le vieux Herman Lehman, veillant tard lors des rassemblements tribaux avec les derniers hommes aux côtés desquels il avait chevauché dans sa jeunesse, parlant une langue que ses voisins texans n'apprendraient jamais. Des photographies de ces visites ont survécu, et ce sont des images étranges et douces. De vieux fermiers blancs et de vieux hommes Comanches côte à côte sur des marches de Porsche, liés par les pires jours de leurs 2 vies. Alors que s'est-il vraiment passé pour les captifs des Comanches? Ceux qui revinrent nous ont donné leur réponse, et elles refusent de rester en place. Elle contient le nourrisson assassiné de Rachel Plummer et Tequachana portant une fillette texane à travers une rivière sur son dos. Elle contient un ranger chargeant à travers un camp de femmes, et la pension d'une législature versée à une femme qui n'en voulait pas. Elle contient un homme qui vécut dans une grotte plutôt que dans une maison, et un autre qui rentra chez lui, regarda autour de lui et repartit vers le nord chez ceux qui l'avaient volé. Peut être la seule conclusion nette, est celle que Quanah formula debout au-dessus de la tombe de sa mère, que les captifs finirent par appartenir aux 2 mondes, et que les catégories les plus tranchées de la frontière, sauvages et civilisés, captifs et sauvés, ne furent jamais assez grandes pour contenir les personnes réelles. Cynthia Anne Parker fut enlevée 2 fois dans sa vie, une fois par les Comanches et une fois par le Texas, et des 2, nous savons laquelle elle passa ses dernières années à tenter de fuir. Ce que nous en faisons n'est pas un verdict, c'est une question, et elle mérite qu'on s'y arrête.
Si vous voulez continuer à vous confronter à des questions comme celle-ci, le prochain documentaire sur votre écran explore un autre recoin de la frontière que les manuels scolaires ont passé sous silence. On se retrouve là, bas.